Bien le bonjour. Dans une série de vidéos précédentes, j'ai évoqué le débat qui a fait rage entre le modèle corpusculaire et le modèle ondulatoire. Aujourd'hui, je te propose de nous intéresser à une expérience qui, historiquement, va amener un nouvel éclairage sur ce débat. L'expérience dont il est question ici, c'est l'expérience de Young. C'est une expérience qui, dans l'histoire de la physique, est extrêmement importante, comme tu vas pouvoir le constater. Alors, Jung, en fait, c'est un physicien anglais. C'est un personnage qui est brillant puisqu'il est médecin, il est physicien, il est également linguiste. Il s'intéresse notamment aux hiéroglyphes et à la culture égyptienne. Il a eu un apport important au niveau de la physique, de la mécanique, de l'optique et également un apport important au niveau de la médecine. Donc, c'est loin d'être un imbécile. Du coup, dans cette capsule, on ne va s'intéresser qu'à une toute petite partie de l'apport scientifique de Jung, mais on va s'intéresser à l'expérience la plus connue que Jung a effectuée, puisqu'en fait, ici, le titre, c'est l'expérience de Jung, mais il en a effectué bien d'autres. Et en fait, l'expérience dont on va parler ici, c'est bien l'expérience des fentes de Jung. Et cette expérience, eh bien, il la réalise aux alentours de 1800. Alors en fait, ça dure un petit peu plus longtemps, hein. C'est 1800 jusqu'à environ 1803, puisque c'est un travail de longue haleine. Alors concrètement, cette expérience, elle ressemble à quoi? Eh bien, Jung va prendre deux fentes. Alors ces fentes, je les ai représentées ici assez grosses, mais il faut comprendre qu'elles sont en fait extrêmement fines et extrêmement rapprochées, comme tu vas le voir par la suite. Il va prendre un écran, donc une surface sur laquelle il va pouvoir projeter, et il va faire passer de la lumière monochromatique. Alors c'est important, donc ce n'est pas de la lumière blanche, ce n'est pas de la lumière du soleil, mais c'est une lumière qui possède une seule couleur. Ici, j'ai représenté donc un rayon de lumière rouge. Et donc cette lumière, il la fait passer par ces deux fentes. Alors attention, mon schéma est un petit peu grossier, mais il faut bien comprendre que les deux fentes sont en fait très rapprochées et que donc le rayon lumineux est capable de passer par ces deux fentes en même temps. Comme ces fentes sont extrêmement fines, extrêmement petites, ce qu'on obtient de l'autre côté, c'est un phénomène de diffraction. C'est-à-dire que notre rayon lumineux qui était bien droit, bien formé avant d'arriver sur les fentes, eh bien ce rayon va être quelque part étalé, il va être dévié de la manière suivante. Et du coup, on peut voir sur l'écran qu'on n'a pas un rayon lumineux qui est bien localisé, hein, mais qu'on a un étalement de la lumière. Et à la grande surprise de Jung, ce qu'il va observer également, c'est qu'on va avoir un phénomène d'interférence. Alors pour ça, pour le voir ici, je l'ai représenté sur le schéma, mais on ne le voit pas très bien, donc on va venir zoomer un petit peu. Et en fait, ce que Jung observe, eh bien, c'est une alternance entre des taches de lumière et des taches sans lumière, de manière très régulière. C'est ce qu'on peut voir ici. Ce phénomène-là, Jung l'interprète comme un phénomène d'interférence, c'est-à-dire qu'il considère que les deux fentes constituent deux sources lumineuses, et comme ces deux fentes sont traversées par la même source de lumière, eh bien en réalité on peut dire que les deux sources lumineuses, ici les deux fentes, eh bien, sont en phase, c'est-à-dire qu'on a la même lumière qui a la même fréquence et on a une lumière qui est bien cohérente. Et du coup, ces deux sources de lumière vont interagir ensemble sur l'écran et on va avoir l'apparition donc de lignes de tempête et de lignes de repos. Donc ça veut dire que les deux sources de lumière interagissent de manière constructive et de manière destructive, donc on aurait un phénomène d'interférence. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque, en fait, on sait à l'époque que si on a affaire à des interférences, ça signifie qu'on a affaire à un phénomène qui est de type ondulatoire. Donc, on a affaire à des ondes. Et donc, cette expérience-là, en tant que telle, elle est une preuve de la nature ondulatoire de la lumière. Et donc, on pourrait penser que ça permet de trancher le débat entre le modèle ondulatoire et le modèle corpusculaire. Alors, je viendrai vers la fin de la vidéo. Tu verras que ce n'est pas tout à fait le cas. À ce stade de l'expérience, on est face à une observation qualitative, c'est-à-dire que on n'a pas de calcul, on n'a pas de nombre, mais on est capable de dire, ben voilà, on a affaire à des interférences et donc on peut en déduire que la lumière est une onde. Mais en fait, Jung va aller plus loin puisqu'il va être en mesure de réaliser une série de calculs qui vont lui permettre de proposer des longueurs d'onde pour des lumières de couleurs différentes. Du coup, je te propose de regarder un petit peu le raisonnement mathématique qui peut nous permettre, grâce à cette expérience, de déterminer la longueur d'onde de la lumière qu'on aurait utilisée pour réaliser cette expérience. Pour cela, on va avoir besoin de travailler avec un petit schéma, donc on va représenter cette même expérience mais d'une manière plus schématique qui nous permettra de faire appel à un petit peu de géométrie. Et donc je vais commencer par représenter ici mes deux fentes, hein, donc j'ai en fait deux sources que je vais nommer S1 et S2. Je vais indiquer le fait que j'ai une distance entre ces deux fentes que je vais nommer A. Donc A m'indique la distance qu'il y a entre mes deux fentes. Je vais venir représenter mon écran et mon écran se trouve à une distance D par rapport aux fentes.
Et je vais venir représenter ici mes tâches de lumière. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'intéresser à un point particulier. Donc tu vois ici, je peux dire que S1 va envoyer de la lumière jusqu'à ce point P que je viens représenter. S2 va envoyer de la lumière jusqu'à ce point P également. Et le truc à bien noter, c'est qu'on est ici sur une tâche de lumière, j'ai fait exprès de me placer là. Du coup, je sais que j'ai affaire à une interférence constructive en ce point-là. Et donc ce que ça signifie, c'est que la lumière qui arrive de S1 et la lumière qui arrive de S2, quand elles arrivent au point P, eh bien, elles sont en concordance de phase, elles viennent s'additionner, donc ça nous donne une tâche bien lumineuse. Je vais également avoir besoin de tracer la médiatrice du segment qui relie S1 à S2, comme ceci. Et je vais du coup venir indiquer que j'ai à gauche le point M pour le milieu, et j'ai sa projection sur l'écran, donc le point M'. Et du coup, M' va en fait me servir d'origine pour venir mesurer la coordonnée du point P. Donc sur l'écran, j'ai envie de savoir la position de P par rapport à M, et je peux dire que ce point P se trouve à une distance que je vais nommer X. Et en fait, dans l'expérience, c'est X qu'on va venir mesurer. Pour faire mes calculs, je vais également avoir besoin de projeter S1 et S2 sur l'écran, donc comme ceci. Tu vois que ça me donne deux droites de construction. Et je vais venir noter en fait le point d'impact de cette projection sur l'écran en disant que je vais avoir le point A et le point B. La dernière chose que je vais faire, c'est que je vais venir indiquer que S1 se trouve à une distance D1 par rapport au point P et S2 se trouve à une distance D2 par rapport à P. J'ai maintenant mis en place tous les éléments qui vont m'être utiles pour réaliser les calculs nécessaires en fait à déterminer la longueur d'onde de la lumière utilisée dans l'expérience. Alors, accroche-toi, c'est parti. Je vais commencer par calculer D1 au carré. Et pour ce faire, je vais utiliser Pythagore. Donc, tu peux remarquer qu'il y a un triangle qui est le triangle S1PA. Okay. Et donc, en utilisant Pythagore, je peux dire que D1 vaut D au carré plus le segment AP au carré. Et le segment AP carré, je vais venir l'exprimer d'une autre manière, je vais venir l'exprimer en fonction de x. Et en fait, je peux me rendre compte que ce segment AP, ça correspond à x auquel je viens retirer ce petit morceau là, donc le morceau en fait qui va de A à M'. Et A à M', eh bien, ça correspond en fait à A demi. Donc je peux écrire ceci, D1 au carré est égal à D carré plus x moins A sur 2 le tout au carré. Alors je vais faire exactement le même raisonnement pour D2 au carré, et je vais aller un petit peu plus vite puisqu'on a compris la logique. Donc pour D2 au carré, je peux voir que j'ai un triangle rectangle qui est S2PB, donc je vais pouvoir écrire que D2 au carré est égal à D carré plus BP carré, le segment BP au carré, et je vais à nouveau exprimer ceci en fonction de x, et donc je vais pouvoir dire que D2 au carré est égal à D carré plus x plus A demi le tout au carré. Alors l'étape suivante, c'est qu'on va avoir envie de calculer la différence des carrés de D2 et D1, comme ceci. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser le produit remarquable. Donc D2 carré moins D1 carré, je peux dire que c'est égal à D2 moins D1 fois D2 plus D1. Donc ça me donne une première expression correspondant à D2 carré moins D1 au carré, mais je pourrais également exprimer cette différence en utilisant les valeurs qu'on a déterminées juste avant, donc les valeurs que j'entoure ici en jaune. Et c'est ce que je vais faire, donc je vais ici simplement venir remplacer la valeur de D2 et de D1. Alors je vais commencer par D2, et donc tu vois ici que j'effectue directement le carré en même temps, donc ça me donne D2 carré plus x carré plus a carré sur 4 plus ax. Et je vais faire la même chose pour D1, ce qui me donne moins D2 carré moins x carré moins a carré sur 4 plus ax. Alors attention, je vais probablement un petit peu trop vite pour toi, mais donc tu n'hésites pas à mettre sur pause pour vérifier que ce que j'ai écrit est bien correct. Je ne le prendrai pas mal, c'est promis. Alors, maintenant que j'ai ça, je peux remarquer qu'il y a pas mal de choses qui se simplifient. Donc je peux voir que j'ai les d carrés qui se simplifient, j'ai également les x carrés qui se simplifient, j'ai les a carrés sur 4 qui se simplifient, et donc il me reste avec juste 2ax. Donc je peux dire que d2 carré moins d1 carré, c'est égal à 2ax. Parfait. Alors poursuivons notre raisonnement et sois attentif puisque je vais réaliser une opération ici qui est peut-être un peu perturbante. En effet, je vais utiliser une approximation. C'est-à-dire que le terme D2 plus D1, je vais venir le remplacer par 2D. Donc ce que je dis ici, c'est que cette somme de D2 plus D1, eh bien, c'est quasiment la même chose que 2D. Alors pourquoi est-ce que je peux faire ça?
eh bien tu dois avoir en tête que mon schéma est fortement exagéré. C'est-à-dire que la distance entre les fentes, donc la distance A, elle est en fait extrêmement petite. De la même manière, la distance X que je mesure sur l'écran, elle est assez petite également. Par contre, la distance D, elle est de plusieurs mètres. Donc ça veut dire que la distance D1 et D2, en fait, elle est très très proche de D. C'est pas exactement D, mais on est vraiment très très proche. Et donc, dans mon raisonnement, je peux me rendre compte que je ne fais pas une très très grande erreur en remplaçant D2 plus D1 par 2D. Et ça va me permettre d'obtenir un résultat qui sera beaucoup plus facile à manipuler, qui sera beaucoup plus parlant. Et donc, on se permet ici cette petite approximation. La deuxième chose que je vais faire maintenant, c'est que D2 moins D1, tu dois te rappeler que c'est une grandeur particulière qu'on a déjà vue dans une autre capsule. En effet, D2 moins D1, en fait, c'est ce qu'on avait appelé la différence de marche. C'est-à-dire que je calcule la différence entre la distance parcourue par la lumière depuis la source 1 et la distance parcourue par la lumière depuis la source 2 pour arriver jusqu'à P. Et dans le schéma qu'on a représenté ici, on s'est mis dans un cas particulier puisque P, en fait, c'est le lieu d'une interférence constructive. Or, on sait lorsqu'on a affaire à des ondes que si on est sur une ligne de tempête, donc on a affaire à une interférence constructive, ça signifie que la différence de marche correspond à un nombre entier de longueurs d'onde. Et donc je peux dire que D2 moins D1 c'est égal à K fois lambda, donc un nombre entier de longueurs d'onde. Cette équivalence, on la pose puisque le point de départ de Young, finalement, c'est de se dire que la lumière est une onde, et donc il utilise ce qu'on sait par ailleurs sur les ondes. Ok, alors maintenant qu'on a tous ces éléments-là, on va essayer de regrouper un petit peu les choses. Et donc, je peux résumer ce qu'on a développé ensemble en disant que D2 moins D1 fois D2 plus D1, c'est égal à 2AX. Ça, on l'a montré juste avant. Et je vais maintenant venir remplacer donc, les deux facteurs, D2 moins D1 et D2 plus D1, parce que je viens d'évoquer. Donc, je peux dire que j'ai K fois lambda fois 2D est égal à 2AX. Et ceci, eh bien, je vais le manipuler pour venir exprimer la longueur d'onde. Et je peux dire que la longueur d'onde est égale à A fois X divisé par K fois D. Et ça, en fait, c'est ma formule finale. Cette formule, elle est hyper intéressante puisqu'elle me permet de calculer la longueur d'onde de la lumière utilisée dans l'expérience. Et en fait, c'est assez simple à calculer puisque tu peux voir que A, eh bien, c'est simplement une constante expérimentale, c'est-à-dire que c'est la distance entre mes deux fentes. Mais donc ça, c'est moi qui décide de la distance que je mets entre mes deux fentes. D, c'est la distance à laquelle on a mis l'écran par rapport aux fentes. Donc là aussi, ça dépend de mon dispositif expérimental. C'est moi qui détermine cette valeur. Alors K, c'est un tout petit peu moins évident à comprendre. En fait, K va m'indiquer le numéro de la tâche par rapport au centre de l'écran. J'y reviens dans 2 petites secondes, mais tu vas voir que c'est pas vraiment compliqué à comprendre. Et puis, il va me rester la grandeur X. En fait, X, c'est la valeur que je vais mesurer dans l'expérience. Donc en fait, c'est la seule chose vraiment que je ne connais pas dans l'expérience. Je vais mesurer cette distance et grâce aux autres paramètres expérimentaux, donc A, K et D, je vais pouvoir calculer la longueur d'onde. Alors il faut bien te rendre compte que c'est tout à fait génial pour l'époque, puisqu'à ce moment-là, bien, on n'a pas vraiment d'idée de la valeur de la longueur d'onde de la lumière. Alors, je reviens sur ce fameux cas, et pour cela, je vais en fait isoler x dans ma formule. Et je vais dire que x est égal à k fois lambda d divisé par a. En sachant cela, je peux voir ce qui se passe pour différentes valeurs de k, et donc je vais prendre k est égal à 0, k est égal à 1, à 2 et à 3. Et du coup, je vais simplement venir remplacer dans la formule, donc je vais pouvoir dire que j'ai x0 qui est égal à 0 fois lambda d sur a, x1 est égal à 1 fois lambda d sur a, etc. Et donc, eh bien, tu peux voir que K va m'indiquer en fait le numéro de la tâche quelque part. Donc, si je prends la tâche centrale, donc la tâche lumineuse qui est située en M', eh bien, je vois que K est égal à 0. Si je prends la tâche qui est située juste au-dessus, je peux voir que K est égal à 1. Si je prends la tâche encore au-dessus, j'ai K qui est égal à 2, etc., etc. Et donc, tu peux voir que K m'indique le numéro de la tâche que je considère. Donc par rapport au schéma que j'ai représenté ici, eh bien, je peux dire que P, c'est la troisième tâche en partant de la tâche centrale. Et donc dans ce cas-là, eh bien, K est égal à 3. Une autre grandeur qu'il est intéressant de calculer dans cette expérience, eh bien, c'est la distance entre deux taches de lumière successives. Et je vais essayer de le faire ici. Donc je vais par exemple imaginer que je calcule la distance entre x1 et x0, donc en fait entre la première tâche et la tâche du centre. Eh bien, je peux me rendre compte au niveau expérimental, donc je vais le voir, que la distance obtenue est la même que pour la distance entre x2 et x1. Ce sera également la même entre x3 et x2, et donc en fait je peux dire que la distance entre deux tâches successives est égale à xn moins xn-1.
Et en fait, les valeurs de x1, x0, x2, etc., on vient de les déterminer avec la formule. Donc je peux venir remplacer les différentes valeurs de x1, x0 dans mes équations. Donc par exemple, je peux remplacer x1 par 1 fois lambda d sur a, et je viens remplacer x0 par 0 fois lambda d sur a, et je vais me rendre compte que j'obtiens forcément à chaque fois le même résultat, à savoir lambda d sur a. Alors cette grandeur-là, c'est ce qu'on va appeler l'interfrange, et on va la noter I pour interfrange. Et en fait, c'est la distance entre deux taches lumineuses successives. Donc je peux la représenter sur mon petit schéma. Entre ces deux taches, eh bien, j'ai une distance I qui correspond donc à lambda d sur A. Comme tu l'as bien compris maintenant, avec cette expérience, Young est en mesure de calculer la longueur d'onde de la lumière utilisée. Et du coup, eh bien, il va répéter l'expérience avec les différentes couleurs de la lumière visible. Alors les différentes couleurs de la lumière visible, en fait, ça correspond aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et du coup, je te propose de regarder ensemble les deux valeurs extrêmes qu'il a pu déterminer. Donc les deux valeurs extrêmes, en fait, c'est le rouge et c'est le violet. Donc ce sont les deux couleurs qu'on trouve aux extrémités de l'arc-en-ciel. Et donc pour la lumière rouge, il va trouver une longueur d'onde qui est relativement proche de la longueur d'onde réelle, à savoir une longueur d'onde d'environ 800 nanomètres. Alors attention, ici c'est un ordre de grandeur puisqu'il y a évidemment une infinité de nuances de rouge différentes et pour chaque nuance tu auras une longueur d'onde qui sera un petit peu différente. En fait les couleurs de l'arc-en-ciel c'est bien un continuum de couleurs et donc on a un continuum de longueur d'onde. Au niveau du violet, il va trouver une valeur qui est également tout à fait convaincante par rapport à la valeur réelle qui est de l'ordre de 400 nanomètres. Alors comme à l'époque on a déjà une idée relativement précise de la vitesse de la lumière, eh bien il va déterminer la fréquence associée à ces deux longueurs d'onde. Et donc il va trouver pour le rouge une fréquence d'environ 4 fois 10 exposant 14 Hz. Donc c'est évidemment une fréquence extrêmement importante. Et de la même manière pour le violet, il trouve une fréquence d'environ 7,5 fois 10 exposant 14 Hz. Voilà, alors ces valeurs, c'est intéressant de les avoir en tête si tu dois faire des calculs, si tu dois faire des exercices, puisque ça te permet de savoir un petit peu si tu as une réponse qui est cohérente. Il faut savoir que la lumière visible se situe entre environ 400 nanomètres et 800 nanomètres. Et en termes de fréquence, donc on est entre 7,5 et 4 fois 10 exposant 14 Hz. Après tout ceci, on a envie de se dire que c'est bon, Young a mis fin au débat entre le modèle corpusculaire et le modèle ondulatoire. Il semble en effet avoir prouvé que la lumière est bien une onde. Pourtant, son travail va être reçu avec peu d'enthousiasme et aura peu d'impact. En effet, de nombreux scientifiques estimaient que son travail n'était pas suffisant pour prouver la nature ondulatoire de la lumière. Il se posait également la question du milieu de propagation de la lumière. Young prouve que la lumière est une onde, ok, mais il ne nous dit pas dans quoi cette onde se propage. Et donc ça posait un vrai débat, un vrai problème aux scientifiques. Et puis par ailleurs, le prestige de Newton qui défendait le modèle corpusculaire est toujours bien présent, ce qui fait que l'expérience de Young à l'époque n'a pas été déterminante dans le débat. Il n'en reste pas moins qu'avec le recul, cette expérience est aujourd'hui considérée comme une expérience majeure dans l'histoire de la physique. Avec ceci, je suis arrivé au terme de cette vidéo, j'espère avoir été le plus clair possible. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la prochaine.